TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention, bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, nous reviendrons largement sur le Togo et le MCC, le Millennium Challenge Corporation, au menu de l'entretien entre le chef de l'État et la directrice générale du programme reçu hier en audience à Lomé. Le portrait de cette édition, Philippe Tchaudier, le commissaire général de l'OTR et candidat, vous le savez, au poste de secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes, OMD, candidat du Togo et de l'Afrique tout entière. L'élection a lieu ce samedi à Bruxelles. L'homme, son parcours, sa vision, portrait à suivre dans cette édition. À suivre aussi les résultats du tirage au sort des finales nationales des championnats scolaires et universitaires. Et c'est début juillet, le verdict donc dans cette édition enfant d'édition ce soir. Voilà, madame, monsieur, pour le sommaire, bienvenue. Voici le 20h. Retour tout d'abord sur l'entretien entre le président Faure Gnassingbé et madame Alice Albright, la directrice générale du Millennium Challenge Corporation. Au menu des échanges, le programme, son état d'avancement, bien d'autres sujets ont été aussi abordés au cours de cette audience. Regardez. Nous sommes de MCC, Millennium Challenge Corporation. Nous avons un bon partenariat avec le Togo. Nous avons une discussion très fructueuse avec le chef de l'État, son Excellence M. Faure Esozimna Gnassingbé, ce matin. Nous sommes engagés à accompagner le Togo. Nous sommes déjà en train de travailler sur un projet. C'est le projet Seuil qui travaille dans le domaine d'éthique et également dans la réforme foncière. Nous sommes heureux de vous annoncer que ce programme évolue bien et va vers son aboutissement. Aussi, nous sommes engagés sur un autre programme qui est un peu plus grand, c'est le programme Compact. Nous sommes à l'étape de l'élaboration de ce programme. Nous travaillons ensemble avec les fonctionnaires du gouvernement togolais. Nous avons la chance de mettre le Togo sur un processus accéléré et dans le cas de ce projet, nous travaillerons principalement dans le secteur d'éthique et dans le secteur de l'énergie. Pendant que ce programme continue d'être élaboré, nous verrons un peu plus clairement comment est-ce que cela va se dérouler avec le temps. Vous savez que la MCC est une agence des États-Unis et nous avons un bon partenariat avec le Togo. Nous sommes si impressionnés par ce que le Togo est en train de faire et nous allons continuer à travailler avec le Togo pour améliorer le quotidien du peuple togolais. Éligible le Togo au programme compact du Millennium Challenge Corporation MCC, et c'est le résultat des réformes engagées par le chef de l'État. À ce jour, 14 indicateurs sur les 20 requis sont validés. Ramdan Bassina. Entre le Togo et les premiers responsables du Millennium Challenge Corporation MCC, c'est une histoire de confiance et d'engagement mutuel pour le développement. Le Togo, sous le leadership du chef de l'État Faure Esozimna Gnassingbé, a validé 14 indicateurs sur les 20 requis en 2023. Il regroupe 3 catégories que sont la liberté économique, la bonne gouvernance et l'investissement dans le capital humain. Cette volonté affichée du président de la République Faure Esozimna Gnassingbé a permis de hisser le pays au 3e rang régional des pays les plus réformateurs et 5e au plan continental. Le désir de poursuivre la mise en œuvre d'une gouvernance consacrée à la consolidation d'une croissance inclusive est le credo du président de la République. S'agissant de la liberté économique, le Togo a validé 7 indicateurs sur les 8 retenus. Il s'agit de l'inflation, la qualité de la régulation, la politique commerciale, le respect de l'équité genre dans l'économie, les droits fonciers, l'accès au crédit et les opportunités d'emploi. Le pays a aussi fait bonne impression en matière de bonne gouvernance. 5 indicateurs sur 6 sont validés. Il s'agit des libertés civiles, le contrôle de la corruption, l'efficacité des pouvoirs publics, l'état de droit et la liberté d'information. En ce qui concerne le capital humain, le Togo a validé les indicateurs que sont les dépenses dans l'éducation primaire et le taux d'achèvement de l'éducation primaire des filles.
Les voyants sont certes au vert, mais le Togo reste déterminé à poursuivre les efforts. C'est cette confiance qui a conduit le président américain Joe Biden à annoncer l'éligibilité du Togo au programme compact du Millennium Challenge Corporation MCC en décembre 2022, une rencontre à laquelle le chef de l'État a activement pris part à Washington dans le cadre du Forum d'affaires USA-Africa Leaders Summit. Et l'un des critères justement d'éligibilité, eh bien, c'est l'électricité. Le gouvernement s'est donné, vous le savez, un délai 2030. D'ici à 2030, en effet, tous les Togolais, où qu'ils soient, devraient avoir du courant électrique. Les projets dans ce sens se multiplient d'ailleurs et on parle déjà d'un taux de couverture de 59%. Ça avance. Écoutez ça là. Depuis le lancement de l'initiative présidentielle CISO en 2017 par le président de la République, Faure Sozimna Singbe, le Togo s'est fixé pour objectif de fournir l'électricité à 2 millions de personnes, soit environ 300 000 foyers à travers le pays. Après plus de 5 ans, les contenus du projet sont désormais évidents dans de nombreuses localités. Dans le village de Klouvidonou, situé dans la préfecture des Lacs, ce projet a transformé le quotidien des habitants. C'est vraiment une révolution. Il n'y avait rien, donc quand la nuit arrive, on vivait dans l'obscurité. Ici dedans, donc j'ai la lumière que je peux vous faire voir. Voilà donc la télé. Bon, une batterie. Avec ceci même, j'arrive à charger mes portables. Et les voisins à charger leurs portables également. Des bénéficiaires de l'impact du projet CISO, mais également du fonds Tinga, mis en place par le gouvernement en 2022, pour faciliter l'accès à l'électricité aux ménages grâce à des branchements au réseau électrique. Dans les régions Kara et Savane, ce projet a déjà touché plus de 100 000 personnes. J'ai fait 9 ans après mon apprentissage de soudure. J'ai chemin fatigué. Et à l'arrivée de Fontinga, je vous assure, je ne suis plus au chômage. On utilisait un compteur et il y a toujours problème de baisse. On n'arrive pas à utiliser nos engins. Mais avec Tinga, j'ai eu un compteur. Là, je peux voir que j'utilise seul et j'ai plus de rendement. Dans le canton de Pagoda, plus précisément à Kadjanga, le programme d'électrification publique solaire rurale a apporté des changements significatifs dans les habitudes des populations locales. Koumela Balo, élève en classe de seconde D, utilise ses lampadaires solaires pour réviser ses cours, ce qui lui a permis aujourd'hui d'améliorer ses résultats scolaires ainsi que ceux d'autres bénéficiaires. Lorsqu'on a amené les lampadaires là, nous on profite de ça pour apprendre. Mais lorsqu'il n'y avait pas ça là, nous c'est avec les torches. À cette heure-ci, personne ne devait être ici. Actuellement, tout le monde est dans sa maison. Mais avec la lumière, le petit marché là peut s'animer jusqu'à l'heure voulue. Les enfants, ils apprennent avec la lumière. Les mamans qui vendent des soja et autre chose, tout ça là, à tout moment, ils sont ici. Et ils vendent bien. Avant là, déjà 19h, tous partent. Projet CISO, Fontinga, centrale solaire Kekeli Efficient Power ou encore centrale photovoltaïque de Blita. De plus en plus d'initiatives présidentielles qui permettent d'améliorer la couverture électrique nationale. Dans le lot, le projet Kamadama, dont les travaux ont commencé il y a un peu plus de 2 ans. Ce projet consiste à construire des postes de transformation à Mango, Dapaon et Mandjouri qui seront reliés par la ligne haute tension de 161 kV au poste de Kara. Les travaux du projet Kamadama sont actuellement effectués à plus de 90% et devraient être terminés d'ici octobre prochain. Actuellement de 59%, le taux d'électrification au Togo devra connaître une amélioration significative grâce à la mise en œuvre de ces différents projets et programmes. L'objectif est d'aboutir à un accès universel à l'électricité à l'horizon 2030. Arrêt un moment sur le processus d'éligibilité de notre pays au MCC. Le parcours, c'est avec Hilary Chamega. La bonne gouvernance, la liberté économique, l'investissement dans le capital humain. Entre autres domaines d'activité prioritaires qui ont fait objet de profondes réformes sous le leadership du chef de l'État Faure Sozimna Singbe depuis 2005.
Des réformes pour relancer l'économie togolaise et assurer le bien-être des populations à travers le territoire national. La voie était donc toute tracée pour conquérir le financement extérieur et répondre aux aspirations des populations. Le Togo fut alors sélectionné par le conseil d'administration du Millennium Challenge Corporation des États-Unis pour bénéficier du programme Seuil, après avoir validé 14 indicateurs sur les 20 recommandés. 35 millions de dollars ont été accordés au Togo pour la réalisation de projets et programmes. Une nouvelle ère de coopération s'ouvre alors entre le gouvernement togolais et l'État américain. Consécration des efforts du président de la République, Faure Sozimna Singbe, au devant de la politique de réforme structurelle dans laquelle le pays s'est engagé. Cette enveloppe devra permettre au Togo de stimuler la croissance économique, de réduire la pauvreté en investissant dans 2 principaux domaines identifiés: les technologies de l'information et de la communication TIC et le foncier. Après quelques années d'exécution, les résultats sont aujourd'hui au rendez-vous. Un système de communication assez moderne, de l'Internet haut débit à moindre coût et surtout accessible à tous. Le code foncier et domanial adopté ainsi que ses tests d'application, la propriété foncière davantage sécurisée grâce à un cadastre très moderne. Une réforme foncière également synonyme de la croissance de la production agricole. Des secteurs ciblés qui cadrent parfaitement avec l'axe 2 du Plan national de développement PND. Un axe qui fait de la transformation du secteur agricole un véritable levier pour générer des ressources additionnelles et subvenir aux besoins des populations. Assoiffé de l'émergence du Togo et orienté vers de meilleures conditions de vie des populations, le chef de l'État Faure Sozimna Singbe a impulsé une nouvelle dynamique de développement dictée par l'avènement du Covid-19 et à la situation sécuritaire qui prévaut. Les ambitions inscrites dans le PND sont réorientées pour faire place à la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Le Togo a alors en ligne de mire le programme Compact, l'un des plus grands outils de financement octroyés par les États-Unis aux pays en développement. Un programme auquel le Togo a été jugé éligible avec à l'appui 12 millions de dollars mis à disposition au cours du mois d'avril 2023. Des fonds qui devront permettre au pays de concevoir et de formuler des projets qui seront ensuite financés par le Compact. Et voilà donc ce qu'on peut dire du programme MCC ce soir. En bonne place également dans l'actualité, la lutte contre la corruption. Ensemble, luttons chacun à son niveau contre le fléau, semble dire Aplousia. L'instance est allée ce matin à la rencontre de nouveaux alliés, les élus locaux. Les précisions de Clarisse Aticlé. Élus et cadres municipaux des communes Golfe 3 et 4 invités à s'impliquer davantage dans la lutte contre la corruption. La Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées veut les informer, les former et les sensibiliser sur le phénomène de la corruption. La Aplusia veut ainsi renforcer la bonne gouvernance dans la gestion des communes en leur assurant une bonne santé économique. Les élus et cadres municipaux seront édifiés sur les concepts de la corruption, ses causes, ses conséquences et ses manifestations, et faire d'eux des alliés stratégiques de la Aplusia en matière de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées dans les différentes communes. Cette rencontre de sensibilisation intervient après celle des communes Golfe 1 et 2. La campagne va couvrir toutes les communes du Grand Lomé jusqu'au 27 juin prochain. Les élus et cadres municipaux seront dotés de moyens, d'outils et de bonnes pratiques pour promouvoir une gouvernance vertueuse dans leurs différentes communes. Il est attendu vraiment que ces élus locaux puissent mettre en place des systèmes de bonne gouvernance, des systèmes qui leur permettent de mobiliser des recettes au sein de la collectivité pour mettre en œuvre les projets de développement durable et inclusif de leur commune. La corruption prive l'État et les collectivités territoriales de ressources nécessaires au financement des projets de développement. Les communes ont donc salué cette initiative de la Aplusia. Elle a bénéficié de l'appui de l'Allemagne à travers le projet Bonne gouvernance financière mis en œuvre par la GIZ.
On en vient maintenant au métier, tous secteurs confondus, pêle-mêle, chaudronnerie, webmaster, infographiste, développeur d'applications et j'en passe. 24 métiers à identifier, à répertorier, ensuite former les jeunes dans ces cœurs de métier. C'est ce que demande l'UEMOA à ses États membres. Le Togo, via son ministère de l'enseignement technique et de l'artisanat, vient de lancer l'exercice. Clarisse Aticlé. Face aux défis du chômage et du sous-emploi dans ses États membres, l'UEMOA opte pour l'identification des métiers porteurs de croissance. Des formations prioritaires seront définies en conséquence. Chaque pays devra alors identifier 24 métiers. Et c'est à cet exercice que se livre le ministère délégué chargé de l'enseignement technique pour le compte du Togo. La plupart de nos jeunes ne veulent pas rester longtemps sur les bancs de l'école, ne veulent pas non plus rester longtemps dans les ateliers pour apprendre un métier. Donc, il faut trouver des solutions idoines à cette jeunesse-là en identifiant, en définissant des métiers porteurs de croissance, des métiers porteurs d'emploi, pour que les jeunes puissent s'insérer dans la vie socio-professionnelle. À partir des secteurs d'activité définis, et métiers définis, et les filières dans lesquelles les jeunes aussi doivent travailler, tout doit être défini. C'est un truc qui doit se faire au cours de ces 4 jours d'atelier. 8 branches d'activité sont en ligne de mire au niveau du Togo, à savoir l'artisanat, l'agroalimentaire, le numérique, les BTP, entre autres. Le pays dispose déjà de mécanismes pour offrir des compétences nécessaires aux apprenants dans ces différents métiers, conformément à l'engagement des autorités en vue de donner des formations qualifiantes aux apprenants. La présente rencontre nationale d'identification des métiers porteurs de croissance économique s'inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, qui ne ménage aucun effort quand il s'agit des initiatives qui visent une meilleure employabilité des jeunes femmes et hommes afin d'améliorer significativement leur situation socio-professionnelle et favoriser l'intégration sous-régionale. S'inscrivant dans cette vision du chef de l'État, le Togo a initié depuis plusieurs années la formation professionnelle par apprentissage de type dual coopératif, les formations de courte durée et la formation professionnelle en alternance qui est dans sa phase pilote au cours de cette année scolaire 2022-2023. L'identification des métiers porteurs de croissance est recommandée au pays de l'UEMOA dans le cadre du programme régional de formation professionnelle PROFOR. L'ensemble des 8 pays et le Tchad vont se réunir à Dakar pour constituer un répertoire final qui servira de référence métier pour la sous-région. La cybersécurité, la cyberattaque aussi évoquée ce soir, le phénomène devient de plus en plus inquiétant. Personne ne semble à l'abri. Comment combattre le mal? Ainsi, l'Agence nationale de la cybersécurité va à la chasse aux talents. C'est à travers une compétition. Les précisions de Dodo Aré. Nous avons voulu cette rencontre aujourd'hui avec vous. Dans un mois, Jérémy va se mettre dans la peau d'un hacker professionnel pour résoudre des énigmes informatiques. La compétition Capture the Flag lui offre l'opportunité de tester ses aptitudes et connaissances en cybersécurité et d'en gagner des prix. J'ai fait l'école polytechnique de Lomé, option système et réseau informatique. Et cette compétition nationale, ça va me permettre de m'exercer d'abord et de mettre en pratique tout ce que j'ai appris durant ma formation. Il fait partie de nombreux jeunes venus se renseigner sur ce concours de l'Agence nationale de la cybersécurité. L'ANSSI veut rassembler des talents et compétences numériques pour renforcer les actions de lutte contre les cyberattaques au Togo. Usurpation d'identité, piraterie des données sensibles, pertes financières, autant de menaces numériques que ces geeks vont devoir détecter dans un système prédisposé par l'ANSSI. Ils doivent surtout prouver leur capacité à prévenir et à réagir face à ces menaces. Ça va commencer le 22 juillet à 0h et ça finit le 23 juillet à minuit. Et ça va se passer en ligne. C'est une compétition avec un certain nombre d'exercices qu'on va donner à des participants. Ça va consister par exemple à attaquer un site internet, voilà, ou bien à hacker une application, ou bien à voler les données d'une administration,
ou bien on va mettre un certain nombre de vulnérabilités sur un site ou bien des failles et on va demander à un jeune hacker de pouvoir détecter ces vulnérabilités. Et donc, c'est une compétition qui permet aux structures de cybersécurité que nous sommes de détecter les talents dans ce domaine, dans notre pays, de pouvoir structurer, de pouvoir organiser ces talents en les accompagnant, en leur payant des formations, afin que nous puissions avoir des cyber-experts qu'on peut mettre à la disposition des entreprises, des prestataires de services de confiance, ou même qui peuvent représenter le Togo dans des compétitions internationales. Et donc je profite pour annoncer qu'en octobre prochain, le Togo va abriter la 2e édition de cette compétition au niveau sous-régional qui sera organisée par la CEDEAO, qu'on appelle le Hacker Lab édition de 2023. La compétition est ouverte à tous les Togolais passionnés du numérique sans distinction d'âge. Pour s'inscrire, il suffit juste de faire un tour sur le site informatique du concours. Et du talent, justement, parlons-en de la compétence. Il en a, Philippe Chaudier. Je vous l'annonçais dans le sommaire, le commissaire général de l'OTA brigue, vous le savez, le poste de secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes, OMD. L'élection a lieu ce samedi à Bruxelles. Seul candidat africain, il a face à lui 2 autres challengers, l'Américain Sanders et l'Irakien Soued. Qui est Philippe Chaudier? Quels sont ses atouts? C'est le portrait de cette édition. Regardez. Ils sont en effet 3 prétendants, tous de grosses pointures, en compétition pour le poste de secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes. Parmi eux, le Togolais Philippe Chaudier, commissaire général de l'Office togolais des recettes et par ailleurs actuel président du Conseil du Forum sur l'administration fiscale africaine. Aujourd'hui, il y a des compétences en Afrique qu'il faut faire valoir. C'est bon pour le Togo, c'est bon pour l'Afrique. Monsieur Chaudier a déjà un bon point de départ. Il dirige le Forum de l'administration fiscale africaine. Il a été réélu, ça veut dire qu'il a prouvé son efficacité. L'efficacité chez Philippe Chaudier, eh bien, c'est tout simplement le travail bien fait, la culture de l'excellence. L'arrivée de M. Chaudier à la tête de l'OTR, beaucoup ne vendaient pas sa peau, parce qu'il disait qu'il n'est pas fiscaliste, il n'est pas douanier de formation. Grâce à lui, aujourd'hui, les réformes sont atteintes, les chiffres ont dépassé le seuil que l'État lui a donné à chaque année, il a eu à les dépasser. En termes de travail, il est bosseur. Travailleur infatigable, discret mais fort influent, voire charismatique, Philippe Chaudier garde toujours en ligne de mire les objectifs à atteindre et sans cesse partagés avec ses collaborateurs, même en jour de fête. Vous connaissez les besoins de la feuille de route. Le pays a besoin de nous. Il faudrait que chacun puisse avoir la discipline nécessaire pour mettre en œuvre tout ce qui concerne nos lois, nos procédures dans la stricte conformité de la moralité et de l'intégrité pour que nous puissions atteindre ces objectifs. Nanti d'un parcours brillant construit déjà à l'international, sa vision pour l'Organisation mondiale des douanes pourrait se résumer en quelques mots. Réforme, travail, résultat. Il faut dire que Dr Philippe Kokou Chaudier est pétri d'une vaste expérience en matière de la conduite de changement dans les organisations internationales. Il est passé par le système des Nations Unies, par la BAD. Aujourd'hui, il travaille également sur la transparence et la lutte contre la fraude fiscale au niveau de l'OCDE. Et donc, c'est un personnage qui aujourd'hui se présente comme celui-là qui peut relever les défis qui se présentent aujourd'hui au niveau de l'Union des douanes. Né à Timdiassi, village frontalier avec le Ghana, le candidat Chaudier connaît bien les réalités du commerce transfrontalier et les défis liés à la libre circulation des personnes et des biens. Il apportera beaucoup à l'Afrique, à ce poste. Ce n'est pas seulement au Togo, c'est à toute l'Afrique. Vous savez, on a des administrations douanières qui sont encore poreuses, dont le système n'est pas encore bien sécurisé. Okay? Et Chaudier pourra apporter à notre administration fiscale, à celle de l'Afrique, cette sécurisation informatique. La douane, c'est d'abord les frontières. Avec le candidat Chaudier, sa vision, c'est d'avoir des frontières intelligentes, des frontières modernes. Parce qu'il faut adapter les missions douanières à l'évolution de l'économie. Et aujourd'hui, à la tête de cette organisation, je pense qu'il va beaucoup impacter. C'est quelqu'un qui peut réussir partout où on le met. Porté par le chef de l'État, Faris Ozimna Gnassingbé et sa diplomatie à l'offensive, porté par le Togo et ses réformes innovantes, porté par l'Afrique et sa diversité, pour une fois, le continent aura tout à gagner en faisant bloc derrière cette candidature africaine au secrétariat général de l'OMD, une première incarnée par le Togolais.
Compétences, l'actualité, c'est aussi la 69e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine. Elle vient donc de se refermer. Une déclaration sur la situation sécuritaire en Afrique a marqué la cérémonie de clôture. Et Kwesala. Nous, représentants des parlements nationaux africains, condamnons fermement les actes de terrorisme, les violences intercommunautaires, les trafics illégaux et toutes les formes de criminalité qui menacent la paix et la stabilité dans ces régions. Appelons à une résolution rapide et pacifique des conflits par la voie diplomatique, de la négociation et de la médiation. C'est en substance le point fort de la déclaration de Lomé sur la situation sécuritaire en Afrique. Les 20 pays africains présents à la 79e session de l'Union parlementaire africaine l'ont adopté à l'unanimité. Outre la sécurité, bien d'autres sujets ont retenu l'attention des parlementaires africains au cours des 2 jours de travaux à Lomé. Des questions liées à la paix, à la démocratie, à l'état de droit notamment, qui appellent à plus de coopération entre les parlementaires africains. C'est avec beaucoup de satisfaction que j'aimerais renouveler mes remerciements à vous tous pour votre participation active et à l'atmosphère amicale qui a caractérisé nos travaux. J'apprécie l'esprit de fraternité qui a régné durant cette session. J'émets le vœu que nos différents engagements à cette rencontre participent à la gestion efficace des différentes crises auxquelles notre continent fait face. Le 4e vice-président de l'Assemblée nationale, Pacome Adjourovi, s'est félicité au nom de la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djigbori Tchegan, du choix porté sur le Togo pour abriter cette session. Il en appelle à la solidarité renforcée entre les parlements africains pour relever ensemble les défis qui s'imposent sur le continent. Aujourd'hui ne marque pas la clôture de vos travaux, mais bien comme un point-virgule, la fin d'une étape de vos travaux et l'ouverture maintenant d'une responsabilité collective. La session du comité exécutif ne doit pas s'arrêter là. Il nous faut poursuivre les échanges, proposer des solutions concertées et innovantes qu'exigent les énormes défis du moment qui est le nôtre et que nous traversons, marqués par des crises dans certaines parties d'Afrique. En guise de souvenir, un présent est remis à la présidente de l'Union parlementaire africaine, première femme élue à la tête de cette institution depuis quelques mois. Après Lomé, les parlementaires africains se sont donné rendez-vous pour leur prochaine session à Niamey au Niger. Rencontre prévue pour le mois de novembre 2023. Et vous l'avez compris, il s'agit bien donc de la 79e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine. Il est 20h28. En bref, maintenant, l'actualité à l'étranger. En Guinée, le procès du massacre du 28 septembre a décidément du mal à reprendre après 3 semaines d'interruption due au débrayage des avocats. Il faut encore attendre. Les gardiens de prison sont à leur tour en grève. Ils dénoncent leurs conditions de travail. Cela dit, retour chez nous et dans le reste de l'actualité, ce rendez-vous à noter les finales nationales des championnats scolaires et universitaires. Et c'est début juillet, le tirage au sort vient de livrer son verdict. Sonia Ménipo. De 672 équipes enregistrées au départ, elles ne sont plus que 36, dont 24 du football et 12 du handball, a obtenu leur billet pour cette phase des finales nationales des championnats scolaires et universitaires saison 2022-2023. Compétitions qui auront lieu les 2, 3 et 4 juillet prochains à Lomé. Dans cette optique, la direction des sports scolaires et universitaires d'issue procède ici au tirage au sort des équipes qualifiées. Pour ces finales qui se tiennent à Lomé, nous attendons 820 élèves sportifs qui vont prendre part à ces finales nationales. Je voudrais préciser, après les finales nationales scolaires qui vont se tenir du 2 au 4, nous allons définir les dates pour la tenue des finales universitaires. Quant aux récompenses, au terme de ces finales nationales,
Là-dessus, répond ceci. Il y a eu une considérable amélioration des récompenses au niveau des championnats scolaires et universitaires. Mais ce que je vais relever, c'est qu'au niveau des championnats scolaires, nos récompenses vont beaucoup plus peut-être porter sur le matériel didactique, parce qu'au niveau de la Fédération internationale du sport scolaire, au niveau de la Fédération africaine du sport scolaire, il nous est de plus en plus recommandé de ne pas donner de l'argent aux enfants en termes de récompenses. Donc on nous recommande de faire l'effort d'aller vers le matériel didactique et d'aller également vers le matériel sportif afin d'encourager et les élèves et les différents établissements. En plus de ces finales du football et du handball, 3 autres finales sont également inscrites au programme. Il s'agit de la natation, du judo et de l'athlétisme. À l'issue de ces compétitions, les champions catégorie U15 du football représenteront le Togo au prochain championnat scolaire de la CAF. Et ce communiqué, avant de refermer cette édition, communiqué de la CENI, le recensement électoral en vue de l'organisation des prochaines consultations électorales s'est déroulé du 29 avril au 14 juin 2023 sur toute l'étendue du territoire national en 3 zones, avec 4 624 centres de recensement et de vote, CRV, et 6 585 comités de listes et cartes opérationnelles. Le président de la Commission électorale nationale indépendante félicite et remercie la population pour son engouement et sa forte mobilisation au cours de ce recensement dont les opérations de terrain sont définitivement terminées pour les 3 zones. Les opérations d'apurement du fichier électoral ont ainsi démarré. Il remercie également l'ensemble des agents électoraux pour leur dévouement et leur dynamisme qui ont permis à la CENI d'atteindre les résultats escomptés. Par la même occasion, il adresse ses remerciements à toutes les parties prenantes qui ont œuvré efficacement pour la réussite du recensement. Par ailleurs, le président de la CENI informe que les listes électorales provisoires seront affichées dans tous les centres de recensement et de vote en vue de permettre à chaque citoyen inscrit de s'assurer de la présence de son nom sur la liste des électeurs. Cet affichage permettra également à toute personne de signaler toute inscription induite. Communiqué donc du président de la CENI. Et ceci referme cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez de partout ce soir, notamment de Kinshasa dans le Mou. Et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.